Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir Monseigneur Tarcisse Tshibangou Tshishikou. Monseigneur, bonsoir ou bonjour, ça dépend à quelle heure on nous suivra. Bonjour, bonsoir, oui. C'est un plaisir personnel et un honneur professionnel de vous recevoir. Monseigneur, maintenant nous allons entrer dans l'étape, la deuxième, où nous célébrons le 50e anniversaire de votre élévation en tant que recteur magnifique de l'université Lovanium. Mais ce n'est pas un hasard. Tout cela a été concocté avec les prêtres de Louvain et tout ça. Vous remplacez Monseigneur Julon. Juste retour des choses? Oui, d'abord, il faut dire que moi, personnellement, pour revenir un peu à la première partie de notre entretien, j'ai eu les formations nécessaires, formé pour les études secondaires au petit séminaire, au grand séminaire. Et puis, j'ai commencé mes études universitaires dans les conditions que je vous ai indiquées, envoyées par Monseigneur Demtine. Et ça sera confirmé. Vous êtes docteur, après docteur, vous êtes maître en théologie. Bon, alors, pour moi, tout ça, c'était pour justement enseigner et faire de la recherche. Donc je me disais, bon, me forme pour ça, sinon un simple pasteur, un prêtre qui n'a pas fait ça peut être pasteur, peut faire quoi? Ce qui fait que, pour comprendre un peu les origines, après ça j'ai compris, et là il faut voir que quand on est responsable, on doit pouvoir être, disons, attentif au déroulement du temps, de l'histoire et au signe des temps. À l'université Lovanium, où j'étais étudiant donc, parmi les premières promotions, une dizaine d'années après, on sent qu'il y a des problèmes qui se posent. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler. Vous savez que la crise mondiale qu'on a connue en 68 en Europe, là, ici on l'avait connue 2 ans auparavant, à Lovanium. Des étudiants de Lovanium. À ce moment-là, je me trouvais moi-même d'ailleurs à Louvain. Ils se sont révoltés, il y a eu des premiers mouvements, manifestations, en disant non, d'abord il faut africaniser, ils étaient impatients, il faut africaniser l'université, c'est-à-dire les dirigeants et même le contenu, tout ça. Bon, déjà des jeunes étudiants de l'époque. Il faut faire ça, et puis il y avait, comme c'est normal, des revendications un peu comme aujourd'hui, d'ordre financier sur les bourses d'études qui existaient à l'époque, la valorisation, et puis, alors il y a aussi les jeunes professeurs qui étaient dans une association, un syndicat. Aujourd'hui, vous entendez parler beaucoup de la PUCIN ou de telle association des professeurs des universités ici et là. À ce moment-là, c'était le personnel scientifique et académique et scientifique de la colline du Mouamba. Ça s'appelait PASCOL. Il y avait déjà, depuis 2-3 ans auparavant, 53, 54, pas beaucoup, moins de 10 jeunes assistants congolais ou professeurs. C'était le temps de Liaou, notamment, l'abbé Moulago, qui avait terminé les études un peu auparavant. Et puis, bon, des jeunes, comme assistants, vous aviez Félix Malou ou d'autres là. Donc, il y avait quelques déjà congolais, et qui s'était organisé en syndicat aussi, hein. Ça s'appelait donc le personnel académique et scientifique. Face à tout ça, et puis, il y a l'évolution même interne après l'indépendance. Après l'indépendance, que voulez-vous, Monseigneur Gillon et d'autres s'étaient battus contre des gouvernements belges pour obtenir qu'on puisse construire cette université Lovanium. Mais après l'indépendance, bon, on a affaire à des dirigeants congolais qui n'étaient plus des Belges. Ce sont des périodes de transition. Donc, il se disait, bon, on n'arrive pas toujours à bien saisir, à s'entendre, là, on a tel... D'où, à un moment donné, ils se sont dit, il faut rapidement, voilà, prospective, anticipation. Ils ont dit, rapidement, nous devons préparer
une relève congolaise pour diriger l'université. Bon, c'est pendant que moi, je me trouvais encore à Louvain. Et vous savez que c'est le jour même où je soutiens la deuxième thèse, celle de la maîtrise en théologie. Monsieur Gillot était présent. Il était venu pour l'occasion. À la sortie de la cérémonie de la soutenance, où il venait de me déclarer donc maître en théologie, il dit, monsieur l'abbé, félicitations encore. Vous savez que dès demain soir au plus tard, nous rentrons à Léopoldville, j'ai votre billet ici. Nous rentrons à Léopoldville, il est souhaité que votre présence. J'ai dit, ah non, quand même, je viens à peine me reposer un peu. D'ailleurs, j'avais pris contact avec des bénédictins en Suisse, où j'aurais pu aller. Et il me dit, non, vous savez, les situations sont telles que nous souhaitons que votre nomination a déjà eu lieu pour venir. Vous êtes, comme vous avez fait une thèse d'agrégation, en plus de la première thèse, d'après les traditions, nous pouvons vous nommer déjà professeur ordinaire tout de suite. Donc, quand vous venez, quand vous arrivez, vous allez être dans un conseil académique supérieur de l'université. La suite, on verra. Mais les situations sont telles qu'on a besoin de vous. Eh bien. Et c'est pour ça que c'est arrivé. Alors, après coup, si vous lisez même dans il y a le petite brochure qui vient d'être publiée là, vous verrez que lorsque le président du conseil d'administration, qui était justement Monseigneur Maloula à l'époque, qui avait remplacé les évêques, disons l'archevêque de Bruxelles, de Malines Bruxelles, qui était président du conseil jusqu'à ce moment-là, quand vous lisez la note officielle de nomination, et il dit là-dedans que la nomination a eu lieu déjà depuis plusieurs mois. Donc, vous voyez qu'ils avaient fait des prévisions avant. Oui. Donc, on fait les choses. Et ça, c'est même souhaitable aujourd'hui qu'on prépare les choses. Anticipation. Il dit, non, c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était décidé il y a déjà plusieurs mois. Donc, ils avaient discuté dans leur conseil, et puis ils ont trouvé que le moment était venu. Peut-être qu'un candidat, un bon candidat, c'était M. l'abbé qui termine maintenant ses thèses à Louvain. C'est comme ça que c'est arrivé. Et même là, vous savez, moi j'avais protesté, et j'ai dit, mais vous m'avez formé pour donner cours et contribuer à la recherche scientifique dans les domaines où j'ai été formé. Maintenant, tout d'un coup, vous me demandez l'administration. Il dit, mais comme voulez-vous, les circonstances exigent, je demande ça. Donc, c'est de cette façon-là que ça a été fait. Et alors, moi, j'ai pris ça, effectivement, j'ai pris ça à cœur. Et puis, à Louvain, d'ailleurs, les professeurs de Louvain étaient déjà informés de ça. Parce que mon maître de la thèse de maîtrise en théologie, avant que je le quitte Louvain, donc, avant même, oui, c'est ça, avant qu'on se sépare de lui, il me donne un ouvrage qui était significatif. Il dit, monsieur l'abbé, nous ne savons pas, vous avez bien terminé vos études, tout ça. Plus tard, peut-être que vous serez dans les administrations, l'administration de l'université et l'administration au sein de l'Église, dans un diocèse, tout ça. Je vous donne comme livre, à votre départ, un livre sur l'administration et la gestion. Effectivement, il m'a donné ces livres. Normalement, à côté, il m'a donné des livres de théologie, d'accord, et même d'autres. Normal, mais l'administration... Oui, l'administration. Et je comprends, c'est-à-dire qu'en fait, ça confirmait qu'ils avaient déjà... Et là, pour vous, je crois que c'est même bien pour vous de le savoir, parce que vous êtes les faiseurs des opinions, les faiseurs, les lanceurs d'idées, etc. Qu'on apprenne à savoir anticiper les choses, à analyser et à se dire, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, bon, ça va, qu'est-ce qu'il faut penser dans 6 mois, ça peut être quoi? Dans 5 ans, ça peut être quoi? Dans 20 ans ou 30 ans? Et voilà, là c'est une leçon qu'ils ont donnée, parce que moi je ne savais pas du tout. Alors quand j'arrive, effectivement, maintenant ça c'est le rapport avec les autorités politiques, comme c'était une université privée, l'université Rovanium, on n'avait pas besoin
même de l'autorisation. Autorisation quelconque, le conseil d'administration a nommé, il a nommé. Mais on informe les autorités, donc, à commencer par le chef de l'État. Et en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qui peut arriver? Une autorité politique peut à un moment donné trouver des raisons pour s'opposer, pour dire, bon, si vous le nommez, d'accord, mais nous, peut-être, on a des raisons, peut-être pour ne pas vous suivre, ou on aurait souhaité d'autres personnes, etc., hein, mais pas la personne. Donc là, ils peuvent le faire. Oui, parce que, Monseigneur, il faudra même rappeler que vous veniez de votre diocèse de Lubumbashi, vous venez pour les études, vous allez continuer les études, et puis on vous parachute à Kinshasa. C'est ça. C'est ça. Alors, on aurait pu s'opposer, effectivement. On aurait pu s'opposer. Mais vous étiez tellement brillant. C'est parce que je vois que les autorités ont examiné aussi. Bon, ils ont dû voir, bon, est-ce que tout considérer, est-ce qu'on peut... Mais peut-être même avec des hésitations au départ, on peut le penser. Mais c'est avec le temps, ça je dois dire, c'est l'occasion de pouvoir le dire aussi. Je dois dire qu'avec ce qui m'a facilité jusqu'à aujourd'hui, où notre université connaît une évolution générale avec des problèmes. Il y a des fois des gens qui se découragent, qui disent « Oh, l'université congolaise, bon, ça ne vaut plus rien. » Dans les palmarès internationaux ailleurs, ils viennent vraiment à la queue. Même parmi les universités africaines, ils ne s'imposent plus. Peu importe, mais ça, nous savons. Ce sont les évolutions. Mais je dois dire que depuis le début, vous savez que dès le départ, quand on fait à la cérémonie de maîtrise en théologie, c'est une tradition chrétienne, c'est sur des pays chrétiens d'Europe là. On informe toujours des autorités, même du pays. Là, on avait informé Kasavubu, que je ne connaissais pas. Je n'en avais pas vu auparavant, c'était en 1965. Bon, il était président ici. Et on leur demande de faire toujours un geste, un cadeau, et notamment d'offrir la bague ou l'alliance, disons, magistrale, comme on dit. Bon. Et il l'a fait, hein, le Kasavubu. Il ne connaissait pas. Là, c'était nos habitudes. Bon, on lui avait dit... C'était ça? Non, c'est un autre, mais que j'utilise aussi pour l'épiscopat. Il les sert, même les deux servent. Celui-ci et l'autre, je l'ai toujours. Et il me fut donné d'ailleurs à la cérémonie finale de la maîtrise en théologie par l'ambassadeur qui était à Bruxelles à ce moment-là, Kamba Joseph, que vous avez connu. Oui. Et puis, un jeune brillant de l'époque, c'était Ngouze Jean Carlibonde, hein, qui était secrétaire à l'ambassade. C'est eux qui étaient venus même me donner. Et depuis là, je dois dire, bon, le président de la République, le premier Mobutu, on a commencé, on a travaillé, et puis, bon, je crois que la confiance était venue. Il dit, bon, ça va, avec mon soeur Chipango, je vois c'est efficace, on travaille au clair, et il m'expose les problèmes quand il faut, etc. Ce qui fait que, bon, on a bien collaboré. À tout bien considéré, oui. Monseigneur, c'est votre brillance qui a mis tout le monde d'accord. Non, mais, n'en déplaise à votre... c'est votre brillance. Quand on est brillant comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et donc, vous êtes le premier recteur noir. C'est ça. Congolais. Congolais, et même comme l'université Lovanium, ça a été la première université négro-africaine après les indépendances. Il y avait les universités en Afrique du Sud, bien entendu, avec les Blancs. En Afrique du Nord, c'était des universités françaises. Mais ailleurs, on commençait à faire de l'enseignement supérieur, mais comme première université instituée, c'est effectivement nos universités congolaises, c'est-à-dire l'Ovanium, peu après, 2 ans après, l'UOC, c'est-à-dire l'université de Lubumbashi, l'UNELU, qui viendra de... C'était parmi vraiment les toutes premières. Donc, en fait, là, je peux dire que nous étions les premiers africains auxquels on a fait confiance pour tenir des institutions universitaires. Et là, cette responsabilité qui repose sur vous, qui remplaçait Monseigneur Gillon, mais
quels sentiments vous ont animé, ou s'il y en avait plusieurs? Bon, ça, quand vous lisez, il y a le petit livre qui vient d'être publié, Oui, que je vous ai donné. Les téléspectateurs ne l'ont pas lu. Ah non, ils n'ont pas lu. C'est pour dire que là-dedans, on trouve de l'expression seulement de tout ça. Gillon lui-même, le jour de la cérémonie, il fait une déclaration, c'est sûr, il se réjouit, il dit, bon, nous avons la chance que nous pouvons maintenant passer la main, etc. Bon, alors il dit, nous sommes heureux. Le jeune électeur là-bas, d'abord il est jeune, donc il peut avoir... Vous avez quel âge? 33 ans. 33 ans. Oui, oui. Il dit, bon, il était lui nommé à 33 ans, donc il peut amener quelque chose. Et surtout, le moment viendra où il faut faire des universités africaines. Oui, mais monseigneur, avant qu'on en arrive là, c'est que vous-même, sûrement à l'école de Maloula, vous dites dans votre premier discours que nous allons faire la recherche, tout ça, mais qu'on va quand même aller dans le sens de la recherche à l'africaine. À l'africaine, c'est ça. Et ça, les autres avaient compris, que ce soit M. Gillon lui-même, auquel j'ai succédé, les grands recteurs. Je crois que dimanche demain, il y a une célébration des anciens du Moamba en général. Ils se réunissent à l'université de Kinshasa pour évoquer, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire à la mémoire de ces grands bâtisseurs. Lui, il a été le grand bâtisseur de l'université congolaise par le Vagnon, mais les combattants, ceux qui sont battus, ce sont les fondateurs de l'université. Il y en a que vous connaissez, on connaît. Alors effectivement, il disait, bon, nous avons fait ce que nous avons pu, mais vraiment l'africanisation de l'enseignement, du contenu, de la recherche et du personnel, tout en maintenant une valeur reconnue dans le monde entier comme nous l'avons voulu. Absolument. Université, soit ce n'est pas une université qui est moindre qu'une université américaine parmi les plus célèbres. On va y aller un peu plus vite. Oui. À partir de quand la crainte de Julon et des autres a commencé à se justifier? À partir de quand l'enseignement universitaire commence à dégringoler? Parce que après, vous serez responsable de l'UNASA. Ah oui, jusqu'à aujourd'hui, comme on disait là. C'est-à-dire, avant que moi je n'accède au rectorat de l'Ovanium, on ne peut pas dire qu'il y avait une grande crise de l'enseignement lui-même, non. Parce que d'abord, le plus important, c'est que les programmes étaient de bons programmes. Là, la crise que les étudiants manifestaient, c'était d'africaniser davantage l'intérêt pour l'Afrique. Ne pas transplanter simplement tous les cours tels qu'ils sont donnés à Louvain ou en Europe ou en Amérique, ici chez nous. Il fallait trouver comment africaniser le contenu. Le contenu. Surtout le contenu, mais en gardant la valeur. Mais on n'avait pas la même crise qu'on connaîtra plus tard, parce que du point de vue, disons, du soutien financier et budgétaire, ça c'est le plus important. On vous dit que telle université, Harvard, je ne sais pas quoi, qui sont toujours en tête, Oxford, Cambridge, ailleurs, là-bas. Ça demande beaucoup de moyens. Ah, beaucoup de moyens. On vous dit que d'abord, même les bourses, les scholarships, comme ils disent, les frais scolaires, ça arrive jusqu'à 50 000 $, même 100 000 $. On dit pour pouvoir... En tout cas, pour Harvard, c'est cher. Oui, c'est très cher. C'est pour dire que... Et là, ça fonctionnait quand même. Hein. Et en moyenne, pendant la période de Monseigneur Gillon, par étudiant, on calculait qu'il fallait en moyenne 4 000 $ au moins, calculé par étudiant, pour pouvoir couvrir. Or là, petit à petit, on a eu des problèmes à partir du moment où, du point de vue, disons, de la gestion financière, budgétaire, dans l'évolution de notre pays. Ça, c'est surtout après, je dirais, c'est après le Vanium, dans les années déjà 58, 59, etc. Alors, qui vont amener à ce que nos universités qui existaient, les trois, l'université de Lubumbashi, donc l'université officielle de Lubumbashi, Kisangani venait déjà avec les protestants, on avait senti le besoin déjà de travailler ensemble, de créer une sorte de commission interuniversitaire. Et alors, lorsque surtout, à un moment donné, avec
l'évolution. On a des problèmes avec les étudiants, pour leur bourse d'études notamment. On ne peut plus continuer tel quel. On avait les problèmes financiers. Ça, c'est maintenant. Vous êtes bien placé pour savoir analyser comment c'est venu, comment cela est arrivé. Et alors, il y a eu des mouvements parmi les étudiants et même les enseignants, de manière que tout ça a culminé en 69, la deuxième année. Absolument. Où je suis recteur de l'Evanium. C'est la première grande manifestation qui a abouti même à des victimes. J'ai vécu ça, mais là, si vous me demandez, pendant la période rectorale, vraiment, l'événement, comme voulez-vous, c'est normal, hein, tout jeune recteur, c'est la première fois. Heureusement, les victimes qu'il y avait eu, vous aviez suivi à l'époque, ce n'était pas sur le campus, mais c'était les étudiants qui étaient descendus. Et j'étais avec leur comité la veille pour leur dire, vous savez, les situations sont comme ceci. Nous allons obtenir du gouvernement, parce que là, je dois dire que, en général, avec les différents chefs d'État qui sont succédés, même au président actuel, et en passant par Laurent Kabila, ils m'ont toujours, je dois dire, compris et entendu lorsque je leur expose des problèmes. Mais malgré ça, que voulez-vous, il y a des situations qui ont dépassé tout le monde. Donc oui. il y a eu 69 avec la prise de décision gouvernementale. C'est ça. Et puis, 71 qui est venu encore reprendre ce qui s'est passé. D'où alors, c'est absolument que l'UNASA est venu, parce qu'alors à ce moment-là, les autorités ont dit non, il faut fermer les universités. Mais bon, on va voir comment faire. D'où alors on réunit en 71 les quelques professeurs qui avaient de nouveaux professeurs et quelques assistants congolais. Nous sommes réunis en scellé et alors, bon, il fallait savoir que faire. Le gouvernement lui était porté à dire, pour mieux contrôler l'ensemble, mieux vaut faire l'université unique. Donc, comme ça qu'on est arrivé à l'UNASA, qu'on est arrivé à... C'est comme ça qu'on est à l'UNASA. Et puis après ça, alors, pour résumer, depuis lors, les grands problèmes, en fait, c'est le problème, moi je le redis toujours, c'est le problème financier, budgétaire. Pour ce qui est des programmes de base, notre université reste encore tout à fait valable. Il y en a de l'étranger qui viennent qui nous félicitent. Et même nos règlements universitaires, ils disent... Oui, mais, monseigneur, parlons bien. D'accord. Au niveau des professeurs qui ne renouvellent pas leur syllabus, au niveau des professeurs qui vendent leur syllabus cher, ça c'est de nature à... Quand vous n'achetez pas un syllabus, vous n'avez pas de chance de réussir. Ce sont des mots... D'accord, on comprend. D'abord, ce sont des mots, vous êtes aussi bien placé pour pouvoir le savoir, puisque vous analysez tous les jours, vous en parlez, qui viennent d'abord... Moi, j'ai dit, le fond, d'abord, c'est quoi que c'est. Avec l'évolution générale, même de notre pays tel que nous l'avons connu, nous sommes dans la 57e année, bon, nous allons bientôt vers 60 ans. Du point de vue économique, sur gestion économique, budgétaire, ça a posé les problèmes. Donc, ceci explique cela. Ah oui, c'est-à-dire que maintenant, le manque de moyens dans les universités, même des budgets réguliers, tout ça. Bon, et puis, que voulez-vous, au niveau des enseignants, donc il y a des problèmes aussi, puisque ça a été un peu dévalorisé quand même. Ils n'ont plus un peu, pas beaucoup. Bon, ça va. C'est une manière, vous pouvez saisir. Il y a ça, et puis du côté étudiant, on parle d'une situation, autrefois, on avait des bourses. Il n'y en a plus. Non seulement ça. Non seulement ça, bon, maintenant c'est les étudiants qui en grande partie, disons, soutiennent même le fonctionnement. Ça c'est l'aspect matériel, financier, etc., qui est très important. D'où, disons, les infrastructures se sont dégradées. Les enseignants, comme vous parlez de syllabus, normalement, sont plus motivés. Non, ils sont disons, moins motivés, si tu peux dire. Il y en a encore qui sont très courageux, hein, moi que j'admire. Hein.
Il y en a un ou l'autre parmi ceux qui sont là, hein. Mais il y en a qui font de l'homme. Mais quand les conditions ne sont pas, comme voulez-vous. Donc, c'est pourquoi il y a ça. Alors, il y a l'aspect... donc, ça c'est l'aspect financier. Et puis, le reste, souvent, vous-même aussi, vous êtes de ceux qui déploraient que au niveau des valeurs... Absolument, au niveau moral. Quand même, avec les années, on voit qu'il y a eu quand même une dégradation comme voulez-vous, ça marque. Aujourd'hui, les étudiants qui entrent à l'université aujourd'hui, c'est déjà la 3e génération. Donc c'est déjà la 3e. Eux, ils ont vécu quand? Ils ont connu quoi? Donc, alors vous voyez comment. Donc c'est pourquoi il faudra, pour l'avenir, travailler sur deux plans. Le plan d'abord des valeurs, même pour l'université, comme pour l'ensemble du pays d'ailleurs. Et puis, l'aspect des programmes d'études, ça, nous savons le faire, ça c'est relativement facile à faire. Et puis l'aspect financier, il faut soutenir. D'où, alors j'en profite pour dire que moi j'ai insisté et j'insiste que le moment est venu, on doit absolument envisager, dès que possible, la tenue d'états généraux de l'enseignement supérieur. Il y a à peu près 20 ans maintenant, oui, on avait tenu des états généraux de l'éducation. Bon, l'éducation en général, c'est un autre problème, mais pour ce qui est l'enseignement supérieur, à moi, je me dis qu'il faut que dans les mois qui viennent, le plus tôt possible, pour faire le point, et que nous puissions alors penser qu'il faut proposer ceci et cela. J'espère que vous pourrez nous soutenir à ce moment-là, pour que nous puissions avoir les moyens. Ce n'est pas le programme qui pose problème. Ce sont les moyens. Ce sont les moyens. Donc, que nous puissions disposer de tous les moyens nécessaires pour que dans les prochaines années là-bas, notre université reprenne. Jusqu'à aujourd'hui, moi je le sais, elle est encore très respectée. Même dans le monde entier, ils savent, il y a surtout les deux plus anciennes universités que les gens ont connues, l'université de Kinshasa, l'UNILU, et puis après ça, la grande université protestante, l'université catholique, l'université protestante qui faisait partie en fait de l'université le Wanium. Et jusqu'ici, c'est respecté. Partout en Afrique, on vous dit, mais vos universités là-bas, bon, on souhaiterait que... Donc, je crois que s'il faut pousser vraiment à cette réflexion, pas seulement avec les universitaires entre eux, mais avec vous de l'extérieur, vous qui observez, d'une manière sérieuse, vous puissiez appuyer vraiment, disons, les exigences qu'il faut remplir. Si on ne les remplit pas, c'est inutile. Monseigneur, on arrive au terme de cette émission. Le mot de la fin serait lequel? Celui que vous venez de prononcer déjà? Les moyens pour relever le niveau, il y a le moral et les moyens. Oui. Vous-même, vous le dites, vous concluez bien, je crois que je ne peux que reprendre même dans ces termes-là, mais en disant, d'une manière concrète et pratique, pour ce qui est des universités, que nous puissions vraiment faire ce point-là dont j'ai parlé, dès que possible. Donc, ces états généraux, disons, pour faire le point sur À quoi serviraient les états généraux s'il n'y a pas de moyens? Ah non, les états généraux, c'est en vue de pouvoir réaffirmer l'importance des moyens, en espérant alors que les responsables sociaux, politiques, économiques, financiers nous suivront. C'est dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, nous en parlons tout le temps, mais il faut que cela ressorte d'un grand rassemblement où on dit, une fois de plus, ce sont les états généraux, donc on a rassemblé les gens qui peuvent analyser d'où nous venons, tout ça, et ils confirment que ce qu'il faut, c'est ceci. Donc maintenant la balle est du côté des autorités de décision politique, sociale et autres. On a terminé, mais qui avait trouvé le mot magnifique? C'est pour dire, c'est beau ça, recteur magnifique. C'est une terminologie qui vient depuis que les universités se développent au Moyen-Âge. Et c'est dans le sens que le chargé de l'enseignement supérieur universitaire... Il est grand, magnum. Il est magnum, c'est ça, il est grand, et puis il doit avoir un esprit d'ouverture et de grandeur, magnificence, c'est ça.
Et c'est venu de là. Maintenant, c'est l'Église catholique qui a maintenu, qui attribue ça officiellement. Mais sinon, c'est dans la tradition des universités. Disons, l'appellation des recteurs, c'est recteur magnifique. Et puis, disons, le substantif, c'est magnificence. Il m'est arrivé, surtout des pays de langue allemande, qui tiennent beaucoup, qui eux sont très, très stricts ils sont très rigoureux, qui respectent beaucoup l'université, la science, tout ce que vous voulez. En Allemagne, il y a quelques années, j'étais là. Il y a des traditions où ils savent que quand l'Église catholique a attribué le titre officiel de recteur magnifique, comme pour chez nous ici, le pape Paul VI a accepté que ça puisse être étendu au recteur de l'UNASA. Et lui, on l'appelle sa magnificence. Hein. C'est ça, quand on dit avec respect, il dit sa magnificence, qu'est-ce que vous pensez? Comme on dit son excellence, etc. On commencera à vous appeler. Ah non, ça c'est de notre temps, c'est de notre temps. C'est pour vous expliquer, pour vous dire ce que vous dites là. Et donc, là, j'en profite pour vous dire seulement qu'il faudrait qu'on sache que donner des hautes responsabilités à des enseignants, à des professeurs, doit se faire en même temps que, disons, qu'on essaye d'inculquer aux responsables là-bas le sens de leur mission et leur haute responsabilité. On ne peut pas, disons, des opérations comme cela, on ne peut pas les donner n'importe comment. Hein. N'est-ce pas? Lorsqu'on s'est habitué, il faut dire qu'il y a depuis un temps aussi, parfois l'année 2000, on n'est pas toujours rigoureux et strict dans les... Sa magnificence continue à écrire alors qu'il a plus de 80 ans. Bon, vous avez été doté par notre Dieu d'une grande disponibilité, d'un physique, d'une santé de fer. La santé, la disponibilité, le point de vue physique, ça, c'est le Seigneur lui-même. Et puis, soi-même aussi, il faut avoir un style de vie. Et puis, faire des contrôles médicaux, etc. Je vous ai dit que comment, il y a déjà un certain nombre d'années, j'avais dû subir une opération très grave. Mais depuis lors, ça va, il faut le faire. Et alors... Parce que vous en parlez, en fait, cette opération, c'est une opération des reins, et vous avez trouvé un donneur dans votre famille qui avait 3 reins. Qui avait un double rein, comme disent les médecins. C'est-à-dire qu'il avait un rein qui fonctionnait doublement. Donc c'est comme si c'était 2 reins. C'est pour ça qu'on appelle double rein, c'est-à-dire qu'il fonctionnait comme 2 reins. Et d'un côté, il avait un rein normal, comme chacun là. Alors, on a pris ce rein, on vous a transplanté. C'est ça. Alors, Dieu soit loué, ça continue à fonctionner normalement, sa magnificence. Nous espérons jusqu'où ça... Enfin, quand le Seigneur le veut, ce qui nous importe, j'espère pouvoir reprendre mon petit livre « Église et Nation » en intitulant « La vie comme une mission », comme une grande mission consacrée à remplir. C'est le dernier mot, puisque vous parlez là. Je crois qu'il faut que, depuis même les enfants, depuis qu'ils sont enfants, qu'on leur apprenne ça. Dans la vie, il faudra que la vie n'est pas une période qu'on passe comme ça, dans l'inconscience. Il faut considérer, surtout quand le Seigneur donne la possibilité de se former, d'arriver à l'âge où on travaille, comme des missions sacrées, même sacrées, missions sacrées à remplir. Et je crois qu'avec cette manière de voir les choses, je crois que ça pourra aider. Et moi, ça continue à m'aider. Vous, j'espère que ça continue à vous aider et que ça continue à aider tout le monde. Sa magnificence, excusez-moi d'utiliser ce terme, de toute façon vous le méritez, de par le parcours, de par tout l'apport que vous avez donné à la société congolaise. Sa magnificence, je vous remercie. Merci bien, c'est à vous que je m'adresse pour vous remercier, pour vous donner la possibilité que des personnes nous entendent et que ça puisse porter ses fruits. Ça va. Et avec la providence, ça je le dis parce que le jour où j'ai été, disons, investi recteur, le président du conseil de la mission avait dit, vous
être lecteur pour les services de l'Église, d'accord, mais d'abord de la nation congolaise, avec, à la lumière et avec l'appui toujours de la providence divine. Je crois que ce soit ça le dernier mot. Merci, Oui. Sa Magnificence. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce numéro et à la prochaine. Au revoir.